Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de démarrer votre journée du jeudi 21 janvier 2021 avec nous sur Actu Matin. Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. La nette est donnée, des contaminations sont de plus en plus importantes au Bénin et depuis le 1er janvier, le virus du Covid-19 connaît une recrudescence. Des décisions de grande envergure sont à nouveau prises face donc à la montée des cas graves et des décès qui sont enregistrés. Le ministre de la Santé, Benjamin Rupati, au cours de son point de presse sur la situation épidémiologique, tire la sonnette d'alarme et reprécise les mesures à observer. À suivre ses propos dans notre mini-journal. En politique, l'élection présidentielle est à nos portes. Ils sont attendus. Les partis de l'opposition au régime du président Talon, certainement que les acteurs, animateurs de cette classe politique semblent traîner les pas. La FCBE, ça rame, disons, à contre-courant dans le choix du candidat au sein du parti Les Démocrates. Ce n'est pas la grande sérénité. Va-t-il ou non participer à la compétition électorale? Quel ticket présidentiel va-t-il présenter? Des questions sur la vie dans ce parti avant le 4 février, date de clôture du dépôt des dossiers de candidature. Et après sa création et cette déclaration qui dresse une liste d'exigences dans le processus en cours, le Front pour la restauration de la démocratie est resté silencieuse. Plus aucune action depuis cette sortie. Les autres candidats contre la gouvernance de Patrice Talon sont aussi absents dans le débat actuel. Quand l'opposition va-t-elle enfin sortir son jeu? Des questions au cœur de notre forum. C'est le premier sujet à aborder avec les débatteurs. En attendant, dimanche prochain, les travailleurs seront aux urnes pour les élections professionnelles en lice. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Naïni Kassa Mampo, et sa troupe, un peu comme les autres organisations syndicales, sont en campagne. Sur ce plateau, nous recevrons Innocent Assogba, il est le président du comité national de campagne de la CSTV. Il nous dira les ambitions de son groupe. On parlera également de la lutte contre le réchauffement climatique. Les États-Unis, qui sont sortis de l'accord de Paris sur le climat par Donald Trump, travaillent déjà pour le retour. Promesse du président Joe Biden, investi hier. Il a d'ailleurs posé un premier acte. Appréciation et implication de cette décision avec Robert Dekadjevi, coordonnateur zone francophone du réseau des journalistes africains pour la réduction des risques de catastrophe. Il est l'invité environnement de Philbert Adjimerossou. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Installez-vous, les lignes des journaux, c'est tout de suite. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Et voilà, les unes des journaux sur Actu Matin. Vous êtes là, Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Actualité nationale essentiellement consacrée à la politique avec cette sortie hier mercredi du mouvement Le Réseau Perspective 2021 qui souhaite que Patrice Talon revienne en 2021. Il y a d'abord Fraternité qui annonce les couleurs par la désignation du candidat de l'opposition des murs à franchir avant d'affronter Patrice Talon. Réforme dans le secteur de l'éducation, ces indicateurs qui prouvent une amélioration de la qualité. Formation professionnelle, signature de contrat de partenariat entre Colas Afrique et l'EPAC. Lutte contre le coronavirus, l'Union européenne appuie l'approche pragmatique du Bénin. 48 décès à la date du 19 janvier
janvier 2021. Étude de l'INSAE, les impacts économiques de la fermeture des frontières bénino-nigérianes. À la une maintenant de la nation, gestion de la COVID-19, l'Union européenne mobilise 30,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Présidentiel du 11 avril. Perspective 2021 boucle la caution du candidat Patrice Talon. Recrudescence des cas de COVID-19 appelle à la vigilance. Le routier à présent, imprudence notoire de certains conducteurs des camions de Ebomaf sur nos routes. Le ministre Hervé Heromé descend sur le terrain pour taper du poing sur la table. Sortie médiatique du réseau Perspective 2021, Constantin Ada et compagnie engagés pour la réélection du président Patrice Talon. La cloche, gestion efficace et efficiente de la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement reçoit 30,5 milliards de francs CFA de la part de l'Union européenne. Présidentielle du 11 avril prochain, le réseau Perspective 2021 proactif pour le triomphe de Patrice Talon. L'autre quotidien, parrainage des candidats à la présidentielle. Quelle est la portée de l'engagement des élus? Candidature pour la présidentielle de 2021 toujours. Les 12 derniers paraît attendu. Le matinal, après l'annonce de candidature du chef de l'État à la présidentielle, perspective 2021 en ordre de bataille. Bénin alerte, la contamination au Covid-19 grimpe. Le ministre de la Santé monte au créneau. Le challenge, après le oui du chef de l'État à la présidentielle d'avril 2021, perspective 2021 annonce la remobilisation des troupes pour une victoire écrasante. Enseignement primaire dans l'espace francophone, la Confémen approuve la qualité de la formation au Bénin. Le grand jury, pour avoir été à la même fonction que l'actuel président de la République, Nicéphore Soglo, propos reconnaître le succès du mandat de Talon n'est pas une faiblesse. Le grand jury qui propose dans ses colonnes l'intégralité de l'interview accordée à l'ancien président béninois Nicéphore Soglo. Et puis présidentielle 2021, les responsables de Perspective 2021 lance un appel de mobilisation à la jeunesse béninoise. Défi info, le oui de Talon pour les élections présidentielles après de multiples sollicitations. Perspective 2021 s'en réjouit et appelle à une gigantesque mobilisation. Projet de construction du marché de gros à Glodigbe dans la commune d'Abomey-Calavi, remise officielle de chèques aux personnes affectées. Et puis campagne d'orientation des candidats au bac. Charles Gagnon prépare une jeunesse de qualité dans les communes d'Atiémé, Comé et Grand Popo. Quotidien L'Informateur, présidentiel du 11 avril prochain, perspective 2021, s'engage pour le chaos de Patrice Talon. Agence nationale des transports terrestres, les membres du conseil d'administration nommés. Quotidien Jakpata à présent, présidentielle d'avril 2021, les conditions pour l'opposition de mener une lutte sérieuse. Présidentielle de 2021, après l'annonce de la candidature du président Patrice Talon, qu'attend l'opposition pour se décider, s'interroge Jakpata. Gouvernance sous Talon, Constantin Ada de Perspective 2021 salue les réformes politiques opérées. Notre temps, le label, réalisation massive au cours du quinquennat 2016-2021, Perspective 2021 se réjouit du bilan élogieux du président Patrice Talon. Présidentielle 2021 toujours, Éloi Amoussou et l'ICR garantissent un chaos clair et limpide à Patrice Talon.
Soleil levant, bilan de la tournée du chef de l'État, le mouvement Perspective 2021 félicite Talon pour son esprit de sacrifice. Projet du marché de gros à Glodigbe, les personnes affectées reçoivent déjà les chèques de dédommagement. L'émergent, quotidien l'émergent, face à la recrudescence des cas d'accidents sur la route à Kassato-Boycon, le ministre Hervé Héromet lance l'aménagement du second côté de la voie pour la circulation des deux roues. Gestion de la crise de la pandémie liée au coronavirus, perspective 2021 décerne un satisfecit à Talon et son gouvernement. L'autre vision, élection présidentielle de 2021, la candidature, la solution opte pour un changement de paradigme. Après la déclaration de candidature du chef de l'État, l'UDBN de Claudine Prudencio prête à mouiller le maillot pour Patrice Talon. La nouvelle génération. Bénin présidentielle du 11 avril 2021, perspective 2021 prône le chaos pour le candidat Talon. États-Unis d'Amérique, Donald Trump est parti, Joe Biden s'est installé hier. Voilà Christian, tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité donc qui revient sur la désignation des candidats de l'opposition, des murs à franchir avant d'affronter Patrice Talon. C'est le titre du quotidien Fraternité paru ce jour. Le journal qui donne à voir donc les photos de Paul Humpé de FCBE et puis le président Éric Ndete de l'aide démocrate, professeur Joël Aïvo, candidat Zanaï et le président du MPL, Sabisira Korogode. Voilà, et l'article est à lire en page 3 du quotidien Fraternité ce jour sous la plume de Angelo Dossumon. Quelques morceaux choisis de son analyse ce matin. Il dit que les partis de l'opposition sont encore empêtrés dans les histoires d'intention, de renonciation et de division. En plus, au sein de la Force Corée pour un Bénin émergent, c'est carrément l'anarchie. Il est difficile pour le moment de jurer d'une participation à la présidentielle d'avril 2021 dans cette formation politique. Une autre analyse qui nous renvoie aux partis politiques, les démocrates, la mayonnaise non plus, n'est toujours pas prête à être consommée, écrit ce matin Angelo Dossumon, puisqu'à quelques 3 mois du scrutin du 11 avril, l'heure est toujours aux intentions de candidature. Le retard observé dans le dévoilement du duo appelé à briguer la magistrature suprême pour le compte du parti s'assimile à un manque de certitude, précise le chroniqueur de Fraternité, Angelo Dossumon. Je vous invite à parcourir ce journal et à lire cet article, disons, très intéressant du quotidien Fraternité. En tout cas, sur cette actualité, nous allons élaborer ce matin avec les débatteurs. Je recevrai en plateau Hakime Ousseni, Wahamali Kwara, André Dossa et Herman Parfait à Nyamboussou. Alors, sur Canal 3 ce matin, puisque nous allons rendre l'antenne autour de 8h45, eh bien, nous vous offrons un direct depuis Seme City, puisque c'est ce matin que le chef de l'État va recevoir les vœux des institutions de la République. Vous suivrez donc en direct et en intégralité sur Canal 3 Bénin cette cérémonie de présentation de vœux au président Patrice Talon. Ce serait à partir de 9h précisément. Prenez ce rendez-vous. Alors, le mini-journal ce matin, vous l'aurez en boucle. C'est parti avec la réalisation. Les objectifs que s'est fixé le réseau Perspective Talon 2021, devenu Perspective 2021, sont les suivantes. Travailler d'arrache-pied pour susciter et obtenir du chef de l'État sa candidature pour se représenter aux élections présidentielles de 2021. Mobiliser entièrement sa caution pour la dite élection. Être à ses côtés partout où besoin sera sur le terrain pour le soutenir. Faire la lumière sur les réalisations du PAG sur le terrain. La première étape importante vient d'être franchie et le mouvement Perspective 2021 se réjouit de l'avis favorable qu'il a reçu le vendredi 15 janvier dernier depuis la ville d'Adjoun par rapport à l'appel qu'il a lancé envers le président de la République pour continuer l'œuvre entamée
depuis avril 2016 et accordé encore sa disponibilité à sa nation qu'il a tant aimée pour les 5 années à venir. Si nous avons souhaité que le président aille dans une mission, nous devons pouvoir l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la politique doit être menée autrement. Comment ne pas se réjouir et accompagner quelqu'un qui, en presque 5 ans, a accompli des réalisations inimaginables auxquelles personne ne pouvait s'y attendre au départ? Nous en appelons aujourd'hui à toutes les femmes et à tous ceux et à tous ces hommes en âge de voter de s'apprêter pour le grand jour. Nous exhortons la jeunesse béninoise ainsi que toute personne qui a la volonté de faire du Bénin un pays développé et attractif de se rallier à notre cause pour poursuivre l'exécution de son programme d'action du gouvernement. La jeunesse béninoise exige que le président Talon doit forcément revenir pour continuer son job qu'il a bien commencé il y a 5 ans. Un nouveau partenaire pour l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. Colas Afrique tend la main à la pépinière d'ingénierie de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit ici d'une convention de partenariat pour non seulement renforcer les connaissances académiques des étudiants, mais aussi et surtout adapter leur aptitude aux besoins réels du marché à travers des stages, des formations et des séminaires thématiques. Colas s'engage donc à mettre à la disposition de l'EPAC, dans un volume de 30 heures par trimestre, des collaborateurs et experts extérieurs, professionnels du métier, qui accompagneront les étudiants dans les différents domaines d'expertise donnés. Organisation des séminaires de formation sur les thématiques du BTP. Ces séminaires seront co-organisés par l'EPAC et définis et validés par la direction de Colas Afrique conjointement avec la direction de l'EPAC. Troisième volet de ce partenariat, le Centre autonome de perfectionnement de l'EPAC sera référencé comme centre agréé de formation pour Colas Afrique. Quatrième volet, nous organiserons conjointement chaque année des journées portes ouvertes sur les métiers du BTP pour que les étudiants puissent découvrir la richesse et la diversité des métiers que nous exerçons dans ce secteur. Le cinquième domaine, le domaine de la recherche et du développement. Colas Afrique s'engage à accueillir des doctorants dans son laboratoire central de Cotonou pour que ceux-ci puissent effectuer leurs recherches. Le but visé par la multinationale de construction d'infrastructures routières est d'offrir à l'EPAC les moyens de renforcer la formation des futurs ingénieurs afin de les rendre efficaces, efficients et compétitifs. Les responsables de l'université d'Abomey-Calavi apprécient la qualité du partenariat. La formation des apprenants ne peut être de qualité sans la concrétisation des notions théoriques par la pratique en entreprise. Cette contrainte amène l'école polytechnique d'Abomey-Calavi à nouer des partenariats techniques et professionnels avec plusieurs entreprises et sociétés de la place. Et je voudrais souhaiter très sincèrement que nos étudiantes et nos étudiants, que nos laboratoires puissent profiter au maximum de ce partenariat et que nous donnions en retour ce que Colas attend de nous, parce que c'est du donnant-donnant. Nous avons des compétences à faire valoir, Colas a des infrastructures, Colas a une expérience. Tout cela mis ensemble permettra de sortir des produits mieux qualifiés, Nous sortons de très bons produits. La phase protocolaire terminée, les deux parties ont procédé à la signature puis à l'échange des documents de la convention de partenariat. Ce geste marque le démarrage d'une étroite collaboration entre l'EPAC et Colas Afrique.
Passage obligatoire pour ces apprenants en route pour l'école. La traversée de cette passerelle de fortune. Sur ces morceaux de bois agencés encore en chantier, il faut y aller avec tact, tantôt debout, tantôt à quatre pattes, avec la peur au ventre. C'est une réalité quotidienne ici à Veki, dans la commune de Soava. J'ai souvent peur quand je veux passer par ici tout le matin. J'ai été au milieu là-bas et mon sac est au dos. Quand je marche je marche au pied et avec la main. Et je ne sais pas que le sac est ouvert. Et le cahier s'est tombé. C'est un cahier d'exercice de mathématiques qui a tombé et j'ai obligé d'acheter un autre et j'ai repris tous les exercices donnés. Nos frères qui sont en classe de 6e, ils tombent parfois sur ces passerelles-là parce qu'ils ne sont pas bien construits. La passerelle est l'œuvre des parents d'élèves soucieux de trouver une réponse aux difficultés d'accès à l'école de leurs enfants. Elle a été réalisée sur souscription volontaire lancée dans la communauté. Et place à l'aide des barques, mais c'était très contraignant. À l'embarquement, ils devaient attendre que la barque soit pleine, ce qui fait qu'ils sont parfois en retard à l'école. Parfois, il manque de moyens pour régler les transports une fois à l'arrivée, ce qui entraîne des bagarres. Face à toutes ces réalités, nous avons réfléchi et appelé à la mobilisation de tous. Grâce aux maires et aux bonnes volontés, nous avons pu réaliser ces infrastructures. C'est une passerelle encore en chantier. Elle bénéficie chaque jour du regard attentif de plusieurs jeunes et sages qui l'ajustent aux besoins pour garantir la sécurité des apprenants et de différents usagers. Mais en réalité, il faut passer par 3 différentes passerelles pour quitter Sotiankwe et se rendre au collège de Veki. Les 2 premières ont été réalisées en octobre 2020. C'est vrai, c'est des trucs qui ne sont pas durables. Parce que d'ici 1 an, si vous revenez ici, vous ne verrez aucun matériel. Donc la population, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, surtout la commune de Soava, pour que les projets qui sont éligibles au fonds FADEC, comme le maire l'a déjà fait, puissent être utilisés, les fonds soient utilisés pour reconstruire ces 3 passerelles en matériaux définitifs. Les populations d'ici n'attendent qu'une suite favorable à ce plaidoyer. Mais les besoins pour ce collège, créé en 2011, fréquenté par plus de 900 élèves, répartis en 16 groupes pédagogiques, sont bien nombreux. D'abord, nous avons besoin des infrastructures d'accueil. Nous avons besoin de bacs motorisés, des gilets de sauvetage, des bottes, parce qu'en temps de crue, toute la cour du collège est inondée. Si on peut nous clôturer aussi le collège parce que c'est un endroit très ouvert, il y a beaucoup de bœufs qui viennent faire du désordre là, avec des mouches. En matière d'hygiène, ce n'est pas du tout intéressant. Nous manquons d'eau potable. Il n'y a pas de l'eau, point d'eau au niveau du collège. Et cela pose un problème en ces temps de pandémie où les enfants n'ont même pas l'opportunité de se laver les mains régulièrement comme recommandé. Dans cette cité lacustre de Soava, des passerelles en matériaux définitifs ont déjà été réalisées au profit de la communauté pour leur permettre de se déplacer aisément d'un endroit à un autre. Il y a donc au total 3 passages obligatoires pour tout apprenant venant des villages de Sotiankwe et de Sozunkor pour se rendre au collège d'enseignement général de Veki. 3 passerelles, des passerelles de fortune pensées et construites par les populations elles-mêmes sur fonds propres avec l'appui de quelques personnes de bonne volonté de la commune de Soava pour répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les enfants qui sont en route pour l'école mais dans des conditions bien difficiles. Nous sommes ici à Sémé Yamadjako qui fait frontière entre le Bénin et le Nigeria. Malgré la réouverture des frontières depuis le 16 décembre dernier, le commerce se trouve toujours bloqué. L'affluence des grands jours n'est pas au rendez-vous. Les clients se plaignent de la cherté du franc CFA par rapport à la monnaie Naira. Mais à côté se trouve aussi le blocage des camions transportant les marchandises du Bénin vers le Nigeria qui pose aussi problème.
Sébastien Kapour est propriétaire de kiosques de change de devises ici à la frontière de Sémé-Kraké. Il se souvient encore de la douloureuse période de fermeture des frontières nigérianes qui a presque ruiné toute son économie et détruit son petit commerce. Fermeture, là, vraiment, on a beaucoup souffert ici. On a beaucoup souffert, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture. Vraiment, tout est bloqué. Tu viens, tu peux retourner à la maison avec 200 francs. Mais on est dedans et on prie Dieu. Et maintenant, ils sont venus ouvrir la frontière. Malgré la réouverture des frontières, le commerce local est toujours en difficulté. Un véritable casse-tête pour les riverains habitués à de gros chiffres d'affaires. Effectivement, jusqu'à présent, bon, ça ne fonctionne pas comme avant. Tout est gâté. Par exemple, avant, là, on fait l'échange de Naira à 385 pour le 1000 francs. Et maintenant, c'est à 880 Naira pour le 1000 francs. Donc, vous voyez que bon, les gens de Nigeria, pour venir ici, bon, ils vont amener leur argent beaucoup avant de prendre notre CFA. Donc, ils ont fui pour arriver. Bon, ils ont ouvert la frontière maintenant. Mais là où nous sommes, rien ne va pas comme avant là. Rien ne passe pas. On ne trouve pas les clients. Les clients ne rentrent pas. Si les clients rentrent là, ils disent qu'ils ont déjà utilisé tout l'argent là-bas. Donc ici, là, s'ils viennent, ils n'achètent plus rien. Bon, on peut dire que bon, les gens sortent un peu. Bon, il y a un peu d'influence. Bon, peut-être si c'est à cause des fêtes que ça a ralenti un peu, on ne sait pas. Mais ça a freiné un peu après les fêtes. Entre plainte et désespoir, les commerçants et commerçantes s'en remettent aux autorités nigérianes qui, selon elles, jouent encore à la carte du protectionnisme stratégique. Bon, en fait, jusqu'à présent, bon, les camions ne passent pas. Les camions ne passent pas. Sinon, peut-être il y a de l'autre côté, nos camions viennent, ils font non. Il y a des bagages qui contournent le derrière là-bas. Et ils viennent faire la douane ici avec leurs marchandises. Bon, maintenant on ne peut pas chiffrer ça parce que notre chiffre d'affaires, ça varie. Donc ça dépend de ce que tu as trouvé dans une journée. Parce qu'on travaille à la base des clients. C'est ce que les clients t'ont versé. Bon, toi tu vas chercher le CFA pour leur retourner ça. C'est en quelque sorte ça. À piéton là, bon, vraiment pour Bénin, vraiment très très facile. Il n'y a pas aucun problème. Notre sécurité, on ne dérange pas. Vraiment tout est facile. Les douaniers, tout est facile. Mais au Nigeria, avant de rentrer, là où tu vas payer 100 Naira, maintenant on peut jusqu'à 5000 Naira. On va te bouffer. Il y a 2 postes. Normalement, les 2 postes là en CFA, ça fait 250. Maintenant, tu vas encore payer jusqu'à 10 000, à 5 000 avant que tu rentres. Ce n'est pas bon. À cette situation éprouvante de la monnaie, s'ajoute le non-passage des camions qui auparavant facilitaient les échanges commerciaux. Avant, les Français faisaient beaucoup de Naira. C'est comme ça, là, ils ne viennent pas pour acheter ici maintenant. Là. Bon, le marché là, c'est bloqué. Et les émigrants là, maintenant, les gens ne travaillent pas. Les vendeuses qui sont au marché là, ils ne vendent pas. C'est le blocage ça. La ouverture de la frontière là, le changement de la monnaie, c'est ça qui nous dérange. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché normalement. Donc avant, on prend 1000 Naira pour gagner 2500 francs. Maintenant, c'est à 1100 francs, 1000 Naira. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché. Donc on est dans le problème de trouver un petit sou pour manger avec nos familles, c'est un problème. À Sémé-Kraké, face à l'incompréhension, la déception et l'attente infinie, les usagers appellent les pouvoirs publics au secours. Les autorités aussi le savent que vraiment la population souffre. Donc ils doivent essayer de nous aider pour que les activités reprennent normalement comme il le faut. Parce que si les camions ne sortent pas, n'entrent pas, bon, il y a toujours des problèmes. Voici ce que je vends, les boissons et autres. Mais rien ne marche. Nous remercions d'abord le président Talon pour tout ce qu'il a déjà fait. Mais s'il peut en faire davantage, ça serait bien. Nous avons les marchandises étalées, nous ne vendons rien, alors que nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous devons manger. Les gens disent partout que les frontières sont ouvertes.
Mais rien ne marche. Les rares clients qui viennent n'ont pas d'argent pour acheter. Avec les camions, les marchandises et les véhicules d'immatriculation nigériane qui deviennent rares, voire inexistants, l'activité économique fait face à une nouvelle crise due à la mobilité conditionnée des acheteurs et vendeurs. En attendant la réponse des autorités, certains commerçants ont déjà repris le chemin de la contrebande. Depuis la fermeture, Voilà, c'était donc le mini-journal sur Actu Matin. Merci de l'avoir suivi, et ce en boucle. Retour sur l'actualité tout à l'heure quand il sonnera à 13h sur Canal 3 Bénin. Votre matinale se poursuit dans un instant. Le forum de discussion reviendra donc sur cette actualité électorale, la participation à la présidentielle de 2021, des partis politiques, des candidats. On sait déjà que le chef de l'État, Patrice Talon, est candidat, mais du côté de l'opposition, on traîne encore les pas. Les analyses des débatteurs ce matin. On fera également un tour sur l'axe en construction Pota-Ouedo-Révier avec ces camions d'une entreprise, ces camions qui tuent nombre de concitoyens. C'est vrai qu'il y a quelques jours, le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué un déplacement pour un constat de terrain et donner des instructions. Mais nous, ici, en plateau, nous allons analyser cette situation qui n'a fait que trop durer. Et on dira également un mot sur la crise sanitaire du Covid-19, des contaminations de plus en plus importantes. Le ministre de la Santé s'est prononcé hier. Benjamin Humpati a donné l'alerte sur la recrudescence des cas en République du Bénin. On va en parler. Et puis, en invité plateau ce matin, on donnera la parole à la CSTB, désormais plus ambitieuse que toutes les autres centrales syndicales. Elle participe à cette troisième édition des élections professionnelles. Nous recevrons en plateau Innocent Soba. Il est le président du comité national de campagne de la CSTB. Prenez ces rendez-vous. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je suis sur ami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse
à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas rouler Oh, comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Allez, on rappelle à nos téléspectateurs que nous allons boucler l'émission autour de 8h45 minutes, le temps de renvoyer l'antenne à la diffusion. Vous aurez à partir de 9h et ce en direct de Semen City en intégralité la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République au chef de l'État Patrice Talon sur Canal 3 Bénin. Restez avec nous. Le forum de discussion. Bonjour à vous, Akimé, Herman, André, Wahab, bienvenue. Bonjour Christian. 3 sujets à aborder ce matin. D'abord la présidentielle de 2021. On s'approche de la date du premier tour fixée au 11 avril 2021 et cette fois-ci, ce matin en plateau, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier électoral. Le 31 janvier, eh bien, la Sénat va refermer le retrait des formulaires nominatifs de parrainage. Je rappelle qu'à ce niveau, un grand nombre de parrains ont déjà effectué le déplacement de la Sénat pour entrer en possession du précieux document. Du 1er au 4 février, la Sénat ouvre le registre de dépôt des dossiers de candidature. C'est la période décisive pour les partis politiques et pour les potentiels candidats. Mais jusque-là, c'est du côté de la mouvance qu'on sent beaucoup plus de mouvement dans l'opposition. On ne les voit pas, on ne les sent pas en dehors des petites querelles et des tiraillements que nous observons notamment au sein de la Force Corée pour un Bénin émergent. Alors, l'opposition travaille-t-elle à participer, à véritablement participer à cette élection présidentielle? C'est la question que je vous pose ce matin, cher monsieur Herman Agnan-Boussou. L'opposition béninoise se prépare-t-elle à prendre part à cette élection présidentielle dont le premier tour est déjà fixé au 11 avril 2021? Je dirais oui, mais. Oui, mais parce que justement on a vu une opposition qui tout au moins a une existence légale. Quand on prend aujourd'hui les démocrates qui ont réussi à avoir le sésame pour exister dans le parti politique, quand on prend les forces groupes combinés émergents qui ont réussi à l'issue des élections communales passées à avoir ne serait-ce que 6 maires et donc déjà 6 potentiels parrains, encore qu'à ce niveau on peut toujours s'interroger sur la sincérité ou la fidélité de ces parrains-là à la FCBE, parce que vu tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il y a beaucoup d'autres partis. Il y a Restaurer l'Espoir qui depuis longtemps a réussi à avoir le récépissé aussi. Bon nombre de partis politiques ont quand même réussi à tirer l'épingle du jeu. MPL de Corobonné pour ne pas faire de jaloux ce matin. Et donc ces partis politiques ou ces leaders ont réussi à tout faire pour avoir le sésame. Et donc on ne comprend pas aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Sauf que à l'interne, il se passe tellement de choses qu'on peut se poser des questions sur leur aptitude à prendre part à cette élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 11 avril prochain. Alors, on sent dans les faits et gestes des uns et des autres au sein de cette formation politique, d'un côté des renonciations, de l'autre des intentions et de l'autre encore des divisions. Est-ce que c'est de nature à garder une certaine sérénité pour participer à ces élections? L'organisation interne de ces partis politiques pose-t-elle véritablement problème dans ce processus
processus. Oui, ça pose un véritable problème et donc leur participation, on peut s'interroger à la participation de l'opposition à cette élection. De toutes les façons, la lenteur ou la nonchalance qu'on a notée dans les démarches de l'opposition face donc au calendrier électoral, je crains que cela ne puisse donner raison à la mouvance ou au parti de la mouvance qui estime que l'opposition n'a pas un candidat de taille à même d'affronter Patrice Talon qui est déjà déclaré comme candidat de la mouvance, que l'opposition n'a pas un projet de société capable de faire face à celui établi et déjà détaillé d'une manière ou d'une autre par le candidat de la mouvance. Parce que vous venez tout à l'heure de décliner le calendrier électoral, mais quand on prend les partis de l'opposition individuellement, bien de ces partis ont de fissures à l'interne. Vous avez cité, Herman a cité tout à l'heure, le cas de FCBE où on avait senti que très tôt ils ont eu le récépissé, ils ont participé à l'élection communale et municipale avec 6 maires, donc 6 potentiels parrains, mais à l'interne aujourd'hui on sent une certaine déchirure qui porte à croire que le parti n'est suffisamment pas prêt à participer donc à l'élection présidentielle. Encore que jusque-là, je crois, on nous avait annoncé 8 candidats qui en tout cas convoitent le fauteuil présidentiel, et plutôt que d'harmoniser les choses et procéder donc à la réduction de ce nombre de candidats et obtenir un ticket présidentiel, on a envoyé chacun, je vais dire, un parti à l'effet donc d'aller chercher les parrains. Et cela a pour conséquence d'émietter les chances, d'émietter la possibilité d'avoir ces parrains-là. Au niveau des démocrates, qu'on a vu que oui, eux aussi, ils ont été endurants pour obtenir le récépissé provisoire d'existence légale. Mais jusque-là, on ne nous a pas dit qui est le candidat du parti Les Démocrates. C'est vrai, il y a un regard qui est porté sur le président, mais ce n'est pas dit d'office que le président fait l'unanimité, et puisque jusque-là, on ne nous a encore dit qui est le candidat. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de murs, beaucoup d'étapes à franchir par le parti, par l'opposition, et on pensait qu'avec la naissance du Front pour la restauration de la démocratie, qui réunit bien entendu les membres de l'opposition, que ça allait permettre d'harmoniser les points de vue et qu'on allait beaucoup évoluer dans le débat un candidat. Mais jusque-là, rien. Alors, le délai ou les délais de la Sénat semblent ne pas trop bousculer les agendas au sein de ces différentes formations politiques. Notez-vous une certaine indifférence, André Dossa, face donc à l'enjeu de cette élection présidentielle? Une différence, pas du tout. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Au contraire, je sens plutôt une implication, un engouement, malgré justement les difficultés que vous évoquez, notamment mise en lumière par la fraternité. J'aime bien la formule du journal, des murs à franchir avant d'affronter Talon. C'est-à-dire que dans chacune des chapelles de l'opposition, il y a des difficultés. On semble avoir du mal à aller vers la désignation d'un candidat, compte tenu donc des ambitions nombreuses de part et d'autre. Le cas FCBE, on a suffisamment parler de cela, vous voyez, au point où le parti en est arrivé à cause de cette cacophonie des ambitions à se faire harakiri, parce que je me demande bien comment FCB pourra surmonter cette terrible présidente à laquelle on a assisté récemment. Pour ce qui concerne les démocrates, vous savez, il y a des gens, des personnalités de ce parti politique qui ne cachent pas leur ambition. Il y a des gens parfois qui vous envoient des trucs par WhatsApp, des tests pour vous partager avec vous leurs idées, comment ils pensent qu'il faut diriger le pays, qui portent un certain nombre d'observations, de critiques sur la gouvernance Talon, et pensent que vous montrent, vous disent que bon, eux peuvent faire mieux, individuellement bien évidemment, pas au niveau donc du parti. Maintenant après,
sans doute qu'il doit y avoir, je ne sais pas, une compétition pour désigner celui qui va porter les couleurs du parti pour la présidentielle. Mais ce choix-là non plus, je ne vois pas cela se faire de façon facile et aisée pour ce parti, compte tenu donc de ces ambitions que j'ai évoquées. Il y a d'autres candidats qui ne sont pas de partis politiques, qui n'ont pas de parti politique, mais qui semblent très sérieusement candidats. Et on se demande, mais alors, comment ils vont faire? Quelle va être la bannière, la machine politique qui va porter leur projet? Je le dis en pensant à un certain Joël Aïvo. Il y a d'autres aussi, il y a entendu Daniel Eda, à part la Bible et les couleurs nationales que brandit Daniel Eda, je ne sais vraiment pas quelle est la machine qui va le porter. Yannick Dozou, bon, quelques apparitions et puis il s'en va, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'il mijote? Il y a un certain Alessandre Oussou également qui dit qu'il veut être candidat, mais vraiment on ne sait pas concrètement comment ça s'organise, comment leur projet de candidature est fignolé. Donc, je pense qu'effectivement, l'opposition a encore vraiment du pain sur la planche. Aussi, peut-être, il me semble qu'ils sont aidés en cela par le calendrier de la Sénat que vous avez évoqué. Nous avons des délais relativement longs cette fois-ci, compte tenu donc des nouvelles dispositions du code électoral. Avant, c'était serré, et puis, bon, à cette étape, à cette échéance, on devrait déjà assister à un certain empressement, n'est-ce pas, dans les démarches des uns et des autres, mais ce n'est pas le cas parce que les délais paraissent relativement longs comparativement au Alors, aujourd'hui nous sommes le 21 janvier, la fermeture du retrait des formulaires nominatifs de parrainage, c'est pour le 31 janvier. Le lendemain, la Sénat ouvre le registre d'enregistrement des candidatures, des dossiers de candidature. Akibé, Cédou ou Célie, ces délais de la Sénat semblent ne pas inquiéter les partis politiques, et c'est-à-dire que nous autres, nous voyons une certaine difficulté au sein de ces formations politiques, alors que peut-être c'est la sérénité totale qui a été retrouvée à ce niveau, et nous nous empressons, nous autres ici. Oui, c'est tellement que nous sommes pressés. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'André parle du calendrier de la Sénat, il faut forcément jeter un coup d'œil pour se rendre compte que pour le moment rien ne presse. Je crois que la période jusqu'au 30 ne met pas de pression particulière sur l'opposition, parce qu'il s'agit du retrait des formulaires de parrainage. Donc, aucune force de l'opposition en dehors des FCBE n'est concernée par le retrait des formulaires de parrainage. Il vaut mieux espérer que tout le monde a fini de retirer les formulaires et continuer les négociations avec ces différents parrains pour le compte donc, du dépôt de candidature. Donc, je crois que l'opposition dont vous parlez, certainement en dehors de la force que le point Bénin émergent qui affiche donc une certaine division au sein donc, de la formation, toutes les autres formations affichent, je crois, presque sérénité. Les démocrates ne nous ont pas fait constater qu'en leur sein, il y a une division apparente, mais alors pas du tout. Le MPL a dit ici sur le plateau, a confié à André Doussa et autres que, eh bien, ils ont déjà, même avant qu'on lance le processus de retrait de formulaire de parrainage, qu'ils étaient déjà près de 90%, je crois, ou bien un truc, en tout cas, très avancé. Le téléchargement. Exactement. Donc, je pense qu'à son niveau aussi, on peut se fier à ce qu'il a dit et faire constater qu'il y a peut-être aussi une sérénité au niveau du MPL de Kologoné. Notre cher ami candidat Zanaï continue toujours pas à se faire entendre à travers les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'en dehors de la force que le point Bénin émergent, en termes de division que nous constatons, il n'y a que les autres certainement s'activent en sourdine à aller à la quête du parrainage, parce qu'il faut d'abord avoir des parrains chrétiens avant d'être concerné par la période d'ouverture du dépôt des candidatures. Si vous n'avez pas les parrains, qu'est-ce que vous allez chercher dans la période d'ouverture ou de dépôt des candidatures? Vous ne vous retrouverez pas dedans. Donc je pense que les forces de l'opposition dont vous parlez travaillent certainement à continuer par tchatcher, à continuer par convaincre les différents potentiels parrains afin que, eh bien, ils puissent être détenteurs de ce sésame pour les mettre à disposition pour le compte donc, du dépôt des candidatures. Sur la réalité, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. La période du 30 va s'écouler et à partir du 1er, on peut commencer peut-être par voir si entre-temps les négociations se sont poursuivies ou est-ce que
les parrains même tellement nombreux qu'ils ont fini de parrainer les leurs. Ils pensent maintenant voir dans le lot qui sont ceux qui sont peut-être capables d'affronter le candidat pour le compte de la présidentielle prochaine. Oui, non, mais aussi, vous savez, autant il faut remarquer que FCBE directement parle de candidature de la présidentielle. Les démocrates en parlent en dénonçant un certain nombre de choses, mais il y a des partis aussi qui ne sont vraiment pas, en tant que tels, vraiment préoccupés par cette élection. Mais justement, le cas de restaurer l'espoir. Oui, on a vu à part les sorties de son président pour dénoncer la coadise ou la poltronnerie d'autres acteurs politiques de l'opposition, il ne semble pas directement s'intéresser à cette élection présidentielle. Alors on se demande concrètement où se positionne-t-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, ainsi de suite. Il y a des partis politiques légaux également qui ne parlent pas d'élection, qui ont disparu. On a vu la semaine dernière quelques communications sur la sortie de son président qui affiche une certaine... Vous êtes très chanceux d'avoir vu ça, mon cher ami Nathaniel Coty. Moi, je n'ai pas pu avoir cette information. Mais il y a d'autres partis. L'autre parti au nom de feuilleton, comment ça s'appelle, La Flamme renouvelée, mais qui ne dit rien, par exemple. Ouais, je crois que peut-être que des candidats en coulisses négocient, n'est-ce pas, le parrainage, le soutien de ces partis-là. Vous venez de montrer une photo de candidat que moi j'ignorais proprement. Mohamed Paul Tossa, il s'annonce candidat. Il a même, je dirais, un projet de société. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des surprises. J'apprends même qu'il pourrait y avoir une dame candidate aussi. En tout cas, on attend de voir. On verra. Dans tout ça. Oui, justement, justement quand vous parlez un peu de pression qu'il ne faut pas avoir sur le calendrier électoral, je dis, moi mon avis est partagé sur la question, parce que justement le délai de dépôt de dossier, c'est du 1er février au 4 février. Je crois que c'est bien ça. Oui, du 1er au 4. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas négocié les parrainages pendant cette période-là qui finit le 31 janvier, et que du 1er au 4 février, vous n'avez pas réussi à déposer vos dossiers, la Sénat, on connaît bien cette rigueur de Tiando, de l'équipe de Tiando, la Sénat n'a pas la possibilité de rallonger les dates. Ça veut dire quoi? Quoi qu'on dise, c'est vrai que le nouveau code électoral nous donne assez de possibilités, en tout cas aux candidats, de pouvoir, 50 jours avant, de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais il y a un délai, c'est du 1er février au 4 février. Et donc je pense que à moins de nous divertir, à moins de un peu comme on essaie de nous montrer que ça ne va pas, à moins de nous divertir, je pense que la FCBE est en train de nous montrer que ça ne va pas en sens. Parce que le temps qu'il faut prendre pour négocier le parrainage, on prend ce temps-là pour s'insulter sur les réseaux sociaux, un peu comme ça se passe aussi dans les formations politiques. Aujourd'hui, à cette date. Et puis, la question sur laquelle je voudrais qu'on élabore surtout, c'est la question du parrainage. Comment est-ce que cette opposition qui n'a pas de potentiel parrain réussit à débaucher des parrains aujourd'hui? Autant faire le débat à ce niveau plutôt que de se mettre à faire des audios WhatsApp et tout. Parce que ça disperse les énergies. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Herman se sent frustré de savoir qu'on disperse. Non, qui vous oblige à avoir des énergies dispersées? Non, Herman, les opposants ou la FCBE nous a habitués. Je pense que quand on fait référence au municipal dernier, c'était pratiquement une situation du genre, seulement qu'il n'y a pas eu peut-être d'insultes entre partisans de la formation politique, mais il y avait qu'en face les démocrates, ceux qui sont devenus aujourd'hui des démocrates, ne voyaient pas d'un bon oeil que la FCBE soit représentée par ceux qui portaient, je dirais, l'étendard de cette formation politique. Parce qu'en réalité, ils estimaient que le processus d'obtention du récépissé, il y avait tellement de compromissions. Vous avez vu, c'est à la veille que le président d'honneur a claqué la porte, il leur a dit n'utilisez pas mes attributs pour les municipales dernières. Ça n'a pas empêché la force que le point bien émergent d'aller aux élections et de sortir avec le gain de 6, c'était 7 au départ, c'est devenu 6 mais au niveau donc de nos conseils communaux. Donc je pense qu'en réalité, elle nous a habitués à ça. Elle a certainement la sagacité et la force, je dirais, les éléments nécessaires pour pouvoir colmater les brèches. De toutes les façons, elle est ouverte, elle est apparente, la blessure au niveau des forces que le point bien émergent. Mais n'empêche qu'un travail se fait en soudine, certainement pour qu'un candidat soit désigné pour le compte de la force que le point bien. Ils auraient un candidat. Il n'y a rien à faire jusqu'à la veille. Donc, il y aura un candidat. Des discussions et des informations reçues, ça sera probablement le V8. Il n'y a rien à faire. La FCBE va présenter. Ils auraient un candidat. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai dit dans ma première prise de parole,
oui, candidat, mais la candidature ne tient que des parrains. Et donc, la période actuellement, elle est certainement mise à profit, non seulement par les forces de l'opposition, mais aussi avec les forces d'ambiance présidentielle pour trouver le modus. Parce que autant que nous sommes ici, le souhait que nous nourrissons, c'est de réellement voir Patrice Talon en face de lui des candidats pour le candidat. Donc, je crois qu'en réalité, moi je reste, on vous écoute, je ne suis pas politicien, mais je reste serein de ce que bien nous aurons. Les derniers jours avant la clôture du dépôt des dossiers, la candidature, ça sera beaucoup plus animé. Ce que Herman disait ne manquait pas de pertinence, et ce qu'Hakim vient dire pour moi n'est qu'un complément, n'est-ce pas, face à l'analyse que faisait tout à l'heure Herman Anyambosu. Pour dire quoi? Qu'on a un délai. C'est vrai, FCBE concernés par 6 parrains, n'est-ce pas, les démocrates et le reste des partis de l'opposition ne sont pas concernés par la recherche de formulaires de parrainage au niveau de la Sénat, mais sont concernés par, en tout cas s'ils sont intéressés par la présidentielle, sont concernés par la démarche qui va consister à les négocier donc les parrains. Mais on ne sent pas cela, c'est vrai, on va pas c'est ce que j'avais dit, on va pas venir sur la place publique et dire bon, j'ai appelé tel parrain qui a refusé de décrocher mon appel et autres, mais c'est vrai, c'est le volet le plus important n'est pas passer sur les réseaux sociaux ou bien sur une chaîne de télévision et dire je suis candidat. Je pense que la partie la plus importante, c'est quand vous allez déposer votre dossier au niveau de la Sénat et qu'à la fin des études, n'est-ce pas, des études donc de vos dossiers, on dit votre dossier est retenu parce que tous les critères sont réunis, ou votre dossier est rejeté parce qu'il manque tel élément. Donc moi je pense que les fissures qu'il y a au sein des formations politiques fragilisent davantage ces formations politiques, et que vous voyez que au niveau de la mouvance présidentielle qui est détentrice de plus du gros lot des parrains, ce serait interprété comme si on n'a pas de candidat sérieux au sein de l'opposition méritant donc les parrainages. Oui, quelque chose à ajouter, on va reformer ce sujet. Parce que on ne peut pas avoir une information et la garder pour ce débat. C'est que FCBE va aux élections. Donc, c'est le processus de désignation de leur candidat n'est en rien entaché par les les discours orduriers, néfastes, nauséabonds qu'on nous a donné d'entendre, et que le processus est vraiment en cours. Ça n'a rien à voir avec la direction du parti, le bureau politique du parti. Donc on retient ça et puis on avance, on attend donc que FCB le 28 nous annonce son ticket. Et le parti pense même gagner la présidentielle. Si le peuple le veut. Bon, on verra tout ça. Et à la fin, on verra après aussi comment ça va se passer, puisque après FCB sera sur 2 fronts. D'abord affronter Talon et affronter les démocrates de Bouniaï. Ça va être intéressant tout ça. D'accord, je vous emmène, on va faire un petit voyage sur l'axe Pota-Wado-Révier. Il y a de ces camions, de cette entreprise en charge de la construction de cette route depuis des années, qui tue bon nombre de nos concitoyens. Le dimanche dernier, c'était 3 morts au niveau de Révier. Et puis lundi, une dame qui a été tuée au niveau du carrefour Arconville. Monsieur, que vous inspire ces cas d'accident répétés sur cette voie, Akimé? Non, je crois que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une société, ça y est des Boumaf, il faut dire les choses telles, puisque le ministre est descendu sur le terrain, il n'est pas allé rencontrer Colas, encore moins Satom. Le ministre est allé sur le terrain, sur le chantier, sur la base d'existence donc de cette structure-là, qui malheureusement tue. Vous avez bien utilisé les mots. Et d'ailleurs, même cette descente, je la trouve même très tardive, parce que ici, je parle sous le contrôle du rédacteur en chef d'André Doussa, il y a eu un tournage qui a été initié sur ce task, pour voir un peu les désagréments que cause. C'est vraiment Moussou qui avait signé. Exactement, pour voir un peu les désagréments que cause cette société-là aux populations riveraines. Il y a eu même des élèves qui ont été tués sur ce task, du fait aussi des conducteurs des véhicules des Boumaf. On est allé constater sur le terrain, on a entendu les populations se plaindre. Depuis tout ce temps, l'autorité qui est en charge de régler les choses n'est pas descendue sur le terrain. Il en fallait peut-être 4 autres avant que le ministre ne se réveille d'un sommeil
sommeil comateux pour se rendre sur le terrain. Je ne sais pas si sa descente va mettre les choses à l'endroit, mais toujours est-il que des parents ont perdu leurs enfants, leurs filles dans cette affaire de Boumaf. Non, on n'est pas là, et Boumaf n'est pas là pour faire vivre, je dirais, ce calvaire aux populations. Je suis d'accord. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, je suis d'accord, bien entendu. Mais ce n'est pas ces œufs-là qu'il faut casser. Si vous vous retrouvez sur ces taxes dont on parle, et franchement, j'ai l'impression que les conducteurs de ces véhicules, de ces camions de Boumaf ont eu, je dirais, le visa de rouler comme ils veulent sur l'axe. C'est-à-dire qu'ils ne font aucune concession à aucun riverain sur ces taxes. Ce sont eux qui sont les détenteurs de l'axe. Ils en font ce qu'ils veulent. Franchement, je crois que au-delà même de la descente, il aurait fallu que constat soit fait régulièrement de ces cas de tuerie et que cette structure soit condamnée à répondre des actes qu'elle pose pour qu'on puisse véritablement arrêter la scène. Sinon, je ne sais pas si les derniers sont les derniers des tueries sur ce taxe-là qui est en chantier depuis plusieurs mois déjà. Oui, non, ça suscite tristesse, désolation, amertume et tout. Mais je voudrais, à la suite de Hakimi Ousseini et à la décharge donc du ministre des Infrastructures, dire que ce n'est pas la première descente du ministre, celle donc du lundi ou du mardi. Le ministre était déjà descendu sur le terrain pratiquement pour les mêmes causes. Il y avait, comme Hakimi l'a souligné, des accidents répétés, des morts enregistrés liés toujours aux conducteurs et ouvriers de Ebomaf, et donc le ministre était descendu sur les lieux. Je pense que peut-être ce ne sont pas les descentes du ministre qu'il faut, il faut des sanctions beaucoup plus corsées. Et donc à cette dernière descente, la dernière fois, il y a que le ministre a donné des instructions fermes. Il y a des mesures plus ou moins corsées qui ont été prises parce que il y a des soupçons dans même, dois-je dire, la psychologie et la santé même des conducteurs. On les soupçonne de consommer des substances en tout cas indescriptives et indescriptibles, etc. Et donc il y a un travail, des instructions ont été données pour que tout soit, dois-je dire, contrôlé, et ceux qui seront dois-je dire positifs en tout cas subiront la rigueur de la loi. Le Centre national de sécurité routière a été instruit à l'effet de vérifier la santé des véhicules et voir ce qui se passe, parce que la santé des véhicules, la psychologie des conducteurs, des conducteurs, voir que est-ce que les permis de conduire, ceux qui conduisent ont vraiment le permis de et l'ancienneté qu'il faut. Je crois qu'il y a au moins 7 ans. Il faut avoir au moins 7 ans d'expérience dans le métier. Parce que vous voyez le gars... Pas 7 ans de durée de vie de votre permis, du permis de conduire, pas 7 ans. Non, 7 ans d'expérience. 7 ans d'expérience au volant de la catégorie du véhicule que vous conduisez. Ce qu'on a noté aussi, c'est quoi? Quand on prend des conducteurs, et c'est là qu'il faut également interpeller Eboma. Quand vous prenez des conducteurs que vous sollicitez trop, ça pose un problème. On prend par exemple des conducteurs, en tout cas selon ce qui a été dit sur le terrain et donc rapporté au ministre, quand on prend un conducteur qui doit quitter par exemple Calavi, donc, pour aller à Dassa 3 fois dans la journée, vous voyez, c'est-à-dire aller chercher du matériel, revenir, et il doit faire cela 3 fois dans la journée et être encore debout le lendemain à 5 heures. Il est obligé de prendre des substances pour pouvoir pour pouvoir tenir, donc être en norme. Non, il faut veiller à ce que ce ne soit pas des mesures de 3 jours. On dit littéralement à Zantoncho que le ministre descende sur le terrain, qu'il prenne, on a annoncé 3 mesures ou 4 mesures, qu'on puisse veiller à ce que ces mesures soient vraiment appliquées. Parce que justement, ce qui se passe sur ce tronçon-là, quand vous avez eu cette opportunité ou que vous avez que le vent vous conduit une fois sur ce tronçon, Calavikota, Wedo, si vous êtes à bord d'un véhicule, vous avez juste envie de parquer votre voiture et de le laisser passer. Parce que, et il se fait même que pour parquer votre voiture aussi, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de caniveaux qui sont déjà dépiécés à ciel ouvert là. Et donc, c'est ce qui se passe sur ce tronçon, c'est assez préoccupant. Et c'est en cela que quand il parle de réveil tardif, je suis également d'accord, parce que le réveil tardif n'est pas dans le nombre de fois que le ministre est allé sur le chantier, mais c'est dans la prise des mesures pour arrêter la saignée. Parce qu'on casse des œufs, mais
des œufs humains, il ne faut pas les casser. Il faut les tenir parce que vous avez, tout récemment, on a vu, il paraît que ces 2 femmes ou qui sont passées de vie à trépas, ce n'est pas normal que ce soit la même entreprise qui le fait. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. On a même vu on a passé des images d'élèves qui ont quitté, de petits enfants qui ont quitté le groupe. Et ça n'a pas interpellé le ministre ou les autorités pour qu'elles prennent des mesures en son temps. Je dis, c'est pas normal. Oui, déception, désolation. Non, mais vous savez, amertume. Pourquoi assommer le ministre quand c'est Boumaf qui tue? Il est allé sur le terrain, et sans doute, c'est voilà ce dont il était, enfin, ce qui est dans ses codes. Mais moi, je veux poser des questions. Pourquoi la rupture semble s'arrêter sur ce chantier? Ça fait plus de, ma foi, 6 ans à peu près que ce chantier est en cours. 6e année pratiquement. Que ce chantier est en cours. Et ça doit être l'ancêtre de l'ensemble des chantiers lancés au Bénin depuis 5 ans, 6 ans. Pourquoi ce chantier n'évolue pas et puis la procédure d'exécution de ce chantier laisse à désirer. On a vu quantité d'entreprises travailler ici, mais là-bas, c'est-à-dire vous voyez les machines sur le chantier peut-être une fois par mois, enfin c'est de façon sporadique, parce que apparemment l'entrepreneur a beaucoup d'autres chantiers, et donc on utilise les mêmes machines un peu partout. Mais regardez, c'est combien de kilomètres? Carrefour, Révier, Calavikota, et on y est depuis 6 ans environ. Ce n'est pas normal. Pourquoi avoir été redimensionné. Notamment faire preuve de rigueur dans le suivi des chantiers. Pourquoi à ce niveau-là précisément on n'agit pas? Deuxième chose, pourquoi le Boumaf semble jouir de cette impunité? On tue des Béninois. Et ce n'est pas 1, 2, 3 personnes. Il y a même des femmes enceintes qu'on a tuées. Et des camions qui roulent, qui narguent les usagers. Parce que n'ayant pas le choix, ils n'ont pas le choix, il n'y a pas de contournement pour aller chez eux. Et c'est un endroit, un quartier populeux, un quartier résidentiel. Et qui roulent à tombeau ouvert sur des chantiers non encore achevés. Et l'entrepreneur parle d'autres chantiers. On lui confie d'autres activités. Moi, je ne comprends pas. C'est des questions que je me pose. Alors, je pense qu'on devrait pouvoir aller au-delà de la sensibilisation, au-delà de la descente ministérielle, et demander à la justice, au procureur, de s'intéresser à cette entreprise-là, de s'intéresser à ces chauffeurs. Parce que je n'ai pas le sentiment que quand ils tuent, ils subissent la rigueur de la loi, sinon ils ne vont pas multiplier les tueries comme on le voit aujourd'hui. Alors ma question, pourquoi la rupture s'est arrêtée à l'entrée du chantier de Boumaf à Calavi? Il faut que l'on puisse nous répondre, ce n'est pas normal. Les Béninois sont tués, et c'est sûr il y en aura d'autres encore, tant qu'on n'aura pas agi. Si un procureur se lève maintenant et prend ses responsabilités, vous allez voir, les gens vont l'entrepreneur ou je ne sais pas, les responsables de l'entreprise seront obligés de corriger les chauffeurs ou de les changer, ou changer la façon dont on les utilise. Parce qu'effectivement, lorsque on surutilise un chauffeur, vous savez, c'est un être humain, et puis ils sont obligés de s'adonner à des substances que vous avez rappelées ici pour tenir. Mais je pense qu'il faut agir, et très vite. Voilà. Vous aurez une question orale adressée au gouvernement, peut-être avec des débat. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Parce que les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, c'est déjà suffisant pour qu'on interpelle à propos. Rien n'est fait. Il y a des sorties en son temps en faveur de cette structure-là, des Boumaf. J'ai l'impression, et comme l'a dit André, qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas et qui est à la base de la situation latente au niveau donc de cette structure-là. Sinon, elle ne peut pas se comporter de cette manière. C'est-à-dire qu'elle se comporte... D'abord, ce n'est pas livré, le chantier, ça met du temps, comme l'a dit André, c'est il y a 6 ans. Et non seulement ça met du temps, les populations sont fatiguées de désagréments qu'elles subissent tout le temps. Et maintenant, c'est qu'il faut compter avec les pertes en vie humaine du fait donc de cette structure. Franchement, quoi. Il faut forcément qu'on interpelle cette structure et qu'elle mette les choses à l'endroit. Je me dis que si on avait un représentant du peuple dans la zone, peut-être que depuis fort longtemps, ils auraient fini le chantier. Comme c'est les populations lambda comme vous et moi qui habitent la zone. Vous croyez qu'il y en a s'il y avait un proche d'autorité qui avait approché ces actions. Merci, cher monsieur. Je voudrais vous emmener à parler rapidement des contaminations de plus en plus importantes au Bénin. Quand on parle de coronavirus, mais nous devons libérer l'antenne à 8h45 au plus tard pour permettre donc à nos téléspectateurs de vivre en intégralité, en direct, la cérémonie de présentation du vœu des institutions de la République au chef de l'État. On va y revenir peut-être un autre jour. Bien sûr, mais on va souhaiter quand même bonne chance à Joe Biden.
D'accord, il vous entend. Diriger les Américains qui ont élu. Parlons de nos problèmes ici. Justement, les Américains ont montré qu'autour de la nation, ils savent s'unir. Vous avez vu des républicains qui ont pris part hier. C'est beau, c'était beau. Sauf que le président républicain sortant, il a été à bord du Air Force One, il s'est retrouvé il n'était pas représenté. Alors, merci beaucoup à vous. Merci Akimé, Herman, André et Wahab Ali Para. On va parler des élections professionnelles avec la CSTB actuellement en campagne et son président, le président du comité national de campagne de cette organisation syndicale est notre invité, Innocent Assoba. Nous le recevons en plateau. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Les élections professionnelles en compétition, plusieurs organisations syndicales en République du Bénin. Le scrutin va se tenir le 24 janvier prochain, dimanche précisément. La campagne électorale suit son cours et va s'achever demain, vendredi. Innocent Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le vice-président du comité national de campagne de la CSTB qui prend part à ces élections professionnelles. Tout à fait. Oui, comment se déroule la campagne, même si nous sommes pratiquement au dernier jour? Oh, la campagne se déroule, donc très bien, nous allons vers les travailleurs. Mais pour la CSTB, il n'y a pas de campagne en réalité. Pourquoi? Puisque nous sommes allés donc vers des gens qui sont déjà convertis, il n'y a pas de problème. Ils sont convertis? Ils sont déjà convertis, il n'y a pas de problème. La CSTB est sur le terrain. La CSTB n'a pas attendu donc les élections professionnelles pour se faire connaître. Donc, au fond, nous sommes allés, n'est-ce pas, préparer les gens. Surtout pour leur dire de se préparer, de ne pas céder à la fraude. L'ensemble des centrales en compétition tiennent le même discours. Nous sommes sur le terrain, on n'a pas besoin d'aller voir les travailleurs. Ils sont déjà convaincus. Ouais. Vous ne dites rien de nouveau? On ne dit rien de nouveau. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait la particularité? Ce qui fait la particularité donc, de la CSTB, j'attendais donc la question. C'est sous quel signe, n'est-ce pas? Absolument. Et on place donc cette campagne, ces élections professionnelles. La troisième édition en réalité, puisque la première, rappelons-le, a eu lieu en 2001. CSTB, 39%. Deuxième édition, 2006, CSTB 44,76%. Troisième édition, 14 maintenant. Non, laissez-moi finir. Vous posez les questions et moi je réponds. Vous relancez. Et dire que nous plaçons ces élections professionnelles sous le signe de la continuité, de la poursuite donc de notre combat avec les travailleurs et pour aboutir à la satisfaction de leurs revendications, dont les fondamentales se présentent comme suit. Les questions de liberté. Quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas combattre. Quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas produire. Vous êtes à Canal 3 ici. Si vous n'avez pas de liberté fondamentale, vous ne pouvez pas produire. C'est pourquoi nous travaillerons à ce que nos camarades, pour des raisons, n'est-ce pas, qui ne sont pas des raisons réelles, sont incarcérés, ces camarades-là soient libérés. Les Laurent Métonnion et les autres. Deuxièmement, nous travaillerons à ce que les travailleurs radiés, je dis bien radiés, depuis 2016, pour des raisons qui ont perdu donc leur emploi, etc., ceux-là reviennent
Donc, vous parlez des partis STRECO, donc les enseignants qui ont été radiés, donc ceux qui ont perdu leur emploi. Il faut qu'il y ait la sécurité de l'emploi. Sécurité donc de l'emploi aussi, s'entend que les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale, ce que nous qualifions donc de loi scélérate, loi sur la grève, n'est-ce pas, qui n'a pas encadré la grève, mais qui a remis en cause fondamentalement le droit de grève, droit, n'est-ce pas, sur l'embauche, et donc l'embauche fondamentalement, il faut que ces lois soient corrigées. Nous travaillerons à ce que les conditions de vie et de travail des travailleurs puissent s'améliorer d'un double point de vue, de l'amélioration donc de ce qu'ils touchent, n'est-ce pas, la sécurité donc de l'emploi, mais aussi du point de vue donc de leur statut. Quand on prend par exemple les gens donc les mairies, etc., dont les lois, dont le statut a été voté depuis et qu'il n'y a pas eu donc de décret d'application, il faut bien qu'il y ait un décret d'application pour permettre à ceux-là de vivre donc décemment. Il faut que le SMIC puisse être augmenté. Il faut que le salaire dans la fonction publique soit augmenté. Il faut qu'il y ait hiérarchisation donc des salaires. Il faut que les revendications catégorielles et sectorielles soient satisfaites. Ensemble avec les travailleurs, nous allons relever donc ces défis-là. C'est sous ce signe-là que nous plaçons donc notre campagne et que nous disons que c'est la continuité. Et nous aurons, n'est-ce pas, le mandat des travailleurs, c'est sûr. Ce discours, on le connaît, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, les élections se tiennent 14 ans après les précédentes, l'eau a pu couler sous le pont, la CSTB n'a pas gardé de sa superbe telle qu'on la connaissait. Aujourd'hui, vous êtes obligé de surfer un petit peu non loin du terrain politique. Et pourquoi ce choix de la CSTB? Je n'ai pas bien compris votre question. On sent que la FCB, la CSTB, excusez-moi ce lapsus, semble plutôt apprenti non loin du terrain politique pour davantage mobiliser. Pourquoi ce choix? Non, apprenti donc le. On ne parle pas souvent d'avoir des revendications politiques. Non, c'est un faux débat, cher ami, c'est un faux débat. La CSTB lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les travailleurs ont des revendications, nous les portons. N'est-ce pas? Est-ce que la CSTB a dit, n'est-ce pas, je suis candidat pour être aux élections présidentielles de 2021? Nous avons comme est-ce que la CSTB... Non, quand on vient parti politique, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je sais que vous êtes des journalistes, vous avez envie de tirer beaucoup d'éléments de moi. Mais il y a des choses que je ne dirai pas, il y a des choses que je ne ferai pas. En tant que travailleur, en tant qu'innocent à Sogba, j'ai le droit d'appartenir à mon organisation politique. Tout à fait. Je ne cache pas aussi qu'il y a bien donc d'éléments, bien de camarades donc de la CSCB qui sont membres du Parti communiste du Bénin. On ne peut pas le leur refuser. On ne peut pas non plus refuser, n'est-ce pas, à ces camarades-là de prendre donc des conseils de leur parti politique. Mais quand nous venons à la Confédération, quand nous venons donc dans les organes donc de gestion, nous venons à l'exécutif, le débat est démocratique. En fait, vous assumez la proximité de la CSCB avec le Parti communiste. Ce serait quand même reprimer donc les camarades que de leur dire mais pourquoi vous êtes communiste, pourquoi vous vous prononcez comme tel, pourquoi vous faites ceci? C'est de leur droit, c'est de leur droit absolument. Moi je ne suis pas par exemple donc du PCB, mais ça ne me gêne pas de travailler à côté donc des camarades donc du PCB. Ça ne vous gêne pas que l'organisation centrale parce que je garde ma zone dirigée avec des idées, la philosophie du PCB par exemple? Non, nous avons été à un congrès. Laissez-moi finir. Nous avons été à un congrès, le congrès donc de 2017. On a une ligne, la ligne de la CSTB, n'est-ce pas? C'est bien ça, une ligne combative. Et tenté de vous relancer sur un aspect ici. Vous avez été récemment soutenu par un parti politique, notamment d'opposition. Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous, centrale syndicale, à une élection professionnelle qui est soutenue par un parti politique? Mais, et ceux qui sont dans les partis politiques dont vous parlez ne sont pas des Béninois, ne sont pas des travailleurs, etc. N'ont-ils pas le droit d'apporter donc leur soutien à qui ils veulent? Mais quand vous allez une démarcation entre le monde syndical et le monde politique, surtout qu'il s'agit ici d'élections professionnelles. Il n'y a pas de césure. Ils ne voteront pas. Ceux qui vont voter, donc je dis bien, n'est-ce pas, ceux dont vous parlez, ne voteront peut-être pas s'ils ne sont pas de travailleurs, des travailleurs, s'ils ne sont pas en lien de travail donc, en tant que tel. Mais ils peuvent donner donc leur point de vue.
Mais c'est cela le combat aussi. C'est cela la liberté aussi. Vous allez en France, les gens s'expriment sur les questions. Vous n'allez pas leur dire, n'est-ce pas, parce que vous n'allez pas vous prononcer. Ils se prononcent justement et ils disent des choses parce que la CSTB est sur le terrain, parce que la CSTB inspire confiance. La CSTB évoque des fraudes alors qu'il s'agit d'élections de vote électronique et vous êtes partie prenante dans l'organisation de ces élections. N'est-ce pas déjà une anticipation sur peut-être l'échec que vous semblez non, la CSTB ne jouera pas. Venir non, ce que je dis, suivez-moi bien. On a participé au sein d'une commission tripartite à l'élaboration donc des tests, février à juillet. Les tests ont été élaborés, les tests ont été adoptés, pris en conseil des ministres. On met en place un comité électoral. Là, on commence à changer donc des règles du jeu, en cours de jeu, en plein jeu. Et on invente la question du vote électronique. Bon, soit. Mais faites bien attention, le vote électronique tel que ça se présente là, a 3 aspects. Le vote électronique en tant que tel, qui n'inspire pas confiance, parce que c'est comme ça, on ne sait pas donc ce que c'est, etc. Donc ça pose donc véritablement un problème, c'est une question donc de fraude, il faut être vigilant, une question donc de paramétrage, une question, n'est-ce pas, qui n'a pas convaincu donc les gens à travers le monde. Premier aspect. Deuxième aspect, donc le vote électronique ici, parce que s'il y a vote électronique, normalement, dans la plupart des pays, il y a donc un bureau, les gens vont, ils votent électroniquement. Ici, il n'y a pas. Vous voyez un peu la différence, n'est-ce pas? Troisième élément, le vote électronique dans un contexte où on n'a pas donc l'Internet qui marche bien. Et le président l'a reconnu dans son discours sur l'état de la nation, etc. Qu'il faut 2023 pour que cela se stabilise. Lorsque vous avez tout cela, est-ce que ça vous rassure? Lorsque vous avez tout cela, ça vous pose donc des problèmes. Couplé avec ça, dans un contexte, demandez donc au ministre de la fonction publique, n'est-ce pas, tout à l'heure, elle organise, semble-t-il, un point de presse ou une conférence de presse. Demandez-lui si la liste électorale est correcte. Combien d'électeurs donc il y a? Nous sommes à 5 jours. Mais est-ce que vous n'êtes pas... Laissez-moi finir. Vous êtes vice-président du comité de campagne de la CSTB. Donc vous êtes membre, vous êtes présent dans le processus. C'est parce que je suis présent que je réponds avec les moyens de bien surveiller. Monsieur, vous êtes membre de... Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Mais... vous faites bien de poser cette question-là. La CSTB ne s'est pas contentée de dénonciation. Hier encore, on a adressé une correspondance au ministre de la fonction publique. Et cette fois-ci, la lettre, on l'a ouverte. Pour lui dire, oui, on l'a ouverte. Pour lui dire, mais par exemple, les listes électorales, c'est fait dans un cafouillage total. Doublon de noms, doublon de listes. Des gens, n'est-ce pas, des noms qui n'existent pas, qui ne sont pas sur la liste. On fait des réclamations, ils ont fermé donc la liste et ils disent, on évolue comme ça. Beaucoup de travailleurs donc seront exclus donc du vote. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est pas le fait que vous voyez une difficulté? Non, il y a des difficultés que vous dénoncez. Non, on dénonce. Est-ce qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on est dans un processus, de dire ça ne va pas? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire il faut améliorer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des propositions? Mais si on fait ces propositions-là, n'est-il pas normal qu'on ait donc des réponses, qu'on ait un feedback, qu'on améliore les propositions, sont-elles incongrues, etc. On ne dit rien. Non, c'est pour cela que nous disons que vraiment, il y a donc des risques donc de fraude. Et c'est pour cela que nous invitons des gens à la vigilance. Et c'est essentiellement sur ça que nous basons donc notre campagne. Sinon, les gens nous connaissent assez. Donc au niveau donc de la CSTB. Oui. Alors la campagne électorale prend fin demain. Vous avez des propositions. Vous êtes allé à la rencontre de vos militants et des travailleurs. Alors quelle réponse ces travailleurs vous ont-ils donné face donc à vos propositions? Oui. Non, nous sommes les travailleurs. Oui. Nous sommes au cœur donc des travailleurs. Et on a été partout accueillis avec beaucoup donc d'enthousiasme. Et les travailleurs, n'est-ce pas, disent, ils vont voter, mais ils nous appellent à organiser, n'est-ce pas, à faire en sorte que
on puisse contrer donc la fraude en téléchargement, qu'on puisse prendre donc les dispositions pour que leur vote ne leur soit pas volé. Les dispositions, les avez-vous déjà prises à l'heure actuelle? Pardon? Les dispositions au niveau de la CSTB, nous les prenons, nous les renforçons. Nous les renforçons absolument. Nous prenons donc cette disposition-là. Nous les renforçons. Vous ne pouvez pas dire c'est à cette étape-là qu'il ne faut pas et qu'il faut commencer à chercher donc ce qu'il faut, etc. Mais il faut absolument que les travailleurs soient vigilants. Il faut qu'ils aient, n'est-ce pas, renouvellent leur confiance en la CSTB. Il faut qu'ils prennent donc les dispositions pour rester en contact avec la CSTB. Il faut, n'est-ce pas, qu'en tout état de cause, et on ne puisse pas leur voler donc leur victoire qui est garantie. D'accord. Ça c'est clair. Où se trouve-t-il en ce moment votre secrétaire général? J'aurais pu commencer par là. Le secrétaire général de la CSTB est actuellement à Dassa. Il est allé donc vers le nord. Il est descendu à Dassa. C'est lui qui devrait être sur cette émission-là. Pourquoi parcourt-il encore le terrain quand vous dites que non, la CSTB, vous êtes serein, vous n'avez pas besoin. On est serein, mais je dis qu'il y a donc des risques de fraude. Mais il faut aller donc préparer les gens. Les dispositions techniques et tactiques sur le terrain, il faut les donner. Les dernières instructions, il faut les donner, etc. Hier, moi, par exemple, j'étais dans le mono et le Kofo. Donc, au fond, c'est alors, vous dites qu'il y a des risques de fraude. Oui, il y a des... Votre organisation syndicale, est-ce que vous n'avez pas en vue des velléités de fraude? Pardon? C'est peut-être parce que vous préparez des fraudes aussi que vous créez. Nous, on va préparer des fraudes. Non, on a quel moyen? C'est nous qui avons le logiciel. C'est nous qui avons donc le droit de paramétrer. Mais nous, on dit l'opérateur économique, le deuxième qui est là, qui serait un Estonais, on ne le connaît même pas. Il dit qu'il est opérateur économique, on ne le connaît pas. On n'a jamais vu sa couleur. On n'a jamais vu donc son représentant. Je ne sais pas si entre-temps, je ne sais pas si entre-temps il est venu, il a pu se montrer. Non, non, au fond, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes dans le processus pourtant, vous êtes dans le comité. Il faut demander. Mais on est dans le comité. J'ai discuté avec le représentant de la CSBOC du comité tout à l'heure. Il m'a dit non, puisque j'ai tenu à avoir les informations récentes, etc. avant de monter sur le plateau. Mais c'est comme ça. Oui. D'accord, on vous aura entendu. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, qui ne doit pas se tromper donc de choix. D'accord. Au soir du dimanche, on fera le point. On fera le point. Vous verrez que c'est la continuité, n'est-ce pas? Aux côtés donc des travailleurs, on luttera pour les questions de liberté, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir donc pour moi d'être avec vous. Le plaisir à partager. Merci à vous, André Innocent Sobois. Merci également. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité national de campagne de la CSTB. À présent, on va parler environnement avec Fulbert Adimerossou et son invité Romain Dekadjevi, qui est le coordonnateur de la zone francophone du réseau des journalistes africains pour la réduction des risques de catastrophes. L'actualité aux États-Unis d'Amérique nous interpelle donc, les États-Unis qui travaillent à leur retour dans l'accord de Paris sur le climat. Restez avec nous. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Allez, dans l'actualité ce matin, nous allons prendre part à l'investiture hier de Joe Biden aux États-Unis, 46e président des États-Unis, et le retour prévu de ce pays dans l'accord de Paris. Est-ce une bonne nouvelle pour le monde entier? C'est la question que nous poserons à notre invité, votre invité Fulbert Adjumerassou. Bonjour. Bonjour Christian, c'est une bonne nouvelle dans tous les cas. Depuis hier, les États-Unis sont de retour dans l'accord de Paris. On l'attendait depuis fort longtemps après ce retrait fait par Trump aussitôt qu'il a pris service. Et c'était hier la correction réalisée par Joe Biden. Bonjour Romain. Bonjour à vous Fulbert. Et je rappelle, vous êtes coordinateur de la zone francophone du réseau des jeunesses africains pour la réduction des risques de catastrophes. C'est exact. Vous pensez aussi la même chose, le retour des États-Unis, une bonne nouvelle? Eh bien, comme vous l'avez déjà introduit, que ce soit les organisations de défense du climat ou bien même les autorités étatiques au niveau international, notamment ceux-là qui sont engagés dans la protection de l'environnement, l'acte qui est intervenu hier pourrait être classé dans la catégorie des actes historiques, sinon les premiers de ces actes-là attendus sous cette gouvernance Trump et Biden qui s'est installé hier. Qu'est-ce qui a manqué depuis 4 ans que Trump a fait retirer les USA? Mais beaucoup a manqué, notamment en termes de leadership, parce que vous savez, les États-Unis, d'abord, à eux seuls, c'est près de 18% de l'émission de gaz à effet de serre mondiale. Et donc, qu'une nation comme celle-là en vienne à se retirer, même s'il fallait craindre, disons, un effet de domino dans le temps pour voir ou espérer peut-être que d'autres pays allaient les suivre, cela n'a pas été le cas. Oui, Néanmoins, cela a servi de tapis à d'autres nations comme l'Australie, l'Arabie Saoudite, pourquoi même pas le Brésil, de revoir un peu leurs ambitions à la baisse. Quand on sait aussi qu'au départ, cet accord de Paris ne se reposait pas en tant que tel sur des bases coercitives. Et donc, tous ces pays-là sont allés dans tous les sens sans pour autant se concentrer sur leurs engagements tels qu'ils l'avaient formulés à Paris dans le temps. Est-ce que quelque part aussi Trump n'avait pas raison? 5 ans après la mise en œuvre de l'accord de Paris, rien n'a bougé. Est-ce qu'il fallait rester aussi? Bon, vu sous cet angle, on pourrait succomber à la tentation de lui donner raison. Encore que pour moi, les 4 années que Trump a passées à la Maison-Blanche, pour moi, a permis de revoir autrement le rôle des politiques dans, disons, la lutte contre les effets du changement climatique. Parce que vous voyez, il a fallu que cet acte intervienne, qu'il y ait une mise en berne totale des actions. D'aucuns auraient peut-être dit que se cachant derrière les impacts de la Covid-19, on n'a pas eu des actions. Mais non, en réalité, c'est parce qu'il y avait, disons, une nation comme les États-Unis qui se sont retirés et du coup, étant leader dans, disons, la mobilisation d'autres nations en termes d'engagement, on a senti quand même ce vide-là observé à un moment donné. Et le monsieur a demandé au plan interne que des actions soient prises. Lui-même, à un moment donné, il a pris, disons, des actes pour casser, concasser, même fracasser toutes ces actions que son prédécesseur avait eu à prendre. Et du coup, vous allez voir que malgré cette ambition qu'il a eue, les États-Unis, on a senti quand même que 50%, c'est comme des entreprises, grosses entreprises qui utilisaient encore les ressources de charbon pour mener leurs activités ont fermé. Et pourtant, à un moment donné, il a réduit quand même, disons, les taxes à l'endroit de ces entreprises-là. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'effet rebours que peut-être à un moment donné le président Trump n'avait pas analysé. Du coup, on pourrait dire que beaucoup de choses a manqué à un moment donné, mais ce retrait pour moi aussi a un écho retentissant dans ce sens que ça a permis d'attirer encore l'attention de la communauté internationale sur le rôle des politiques, parce que ce qu'on dit tout bas, c'est que la lutte contre les effets du changement climatique, quoique porteuse des ambitions, ces ambitions ne sont qu'implémentées au niveau national que par les politiques. Et du coup,
cet acte, ces 4 années nous permettent, interpellent davantage la communauté internationale et du coup, ça relance autrement le débat de leadership international en termes de lutte contre le débat est relancé depuis hier avec le retour des États-Unis. Vous pensez que Joe Biden peut changer quelque chose dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'est pas juste une signature symbolique? Bon, prenons un peu de recul. Il faut aussi notifier d'abord qu'il y a eu des prémices à cette signature qui est intervenue hier. Parce que dans le climat aujourd'hui, c'est l'action qui est importante. Et déjà, je peux dire que le président Biden a eu déjà le mérite d'avoir positionné les hommes qu'il faut à la place qu'il faut à un moment donné, en nommant déjà ces premiers hommes qui vont l'entourer disons dans cette tâche-là. Quand on prend par exemple Anthony Blinken, qui a été l'adjoint de John Kerry, qui est aujourd'hui son émissaire dans ce sens-là, on peut dire que les têtes ont été identifiées déjà, et si on doit questionner les actions à mener dans le futur, il faut déjà dire que les hommes sont bien situés. Et maintenant, le gros problème va se situer au plan local. Comment est-ce que sa politique pourrait quand même parvenir à convaincre ces entreprises-là aujourd'hui qui ne payent plus des taxes, quoique utilisant les ressources forestières pour s'enrichir. Donc, il faut privilégier, ou il faut attendre de voir au plan local ce que Biden pourra faire. Mais déjà, il a annoncé 2000 milliards à investir sur ces 4 années-là et prévoit même 1700 milliards sur les 10 prochaines années, en tout cas, à investir dans le climat. Pour moi, l'investissement aussi est capital quand on sait aussi que désormais la donne, selon aussi les priorités du cadre d'action de Sendai, c'est reconstruire, mais reconstruire en mieux désormais. Et donc, le financement aura aussi... Vous parlez du cadre d'action de Sendai, vous parlez donc des risques et catastrophes. Je vous rappelle, vous êtes le coordinateur du réseau africain pour la réduction des risques et catastrophes. En Afrique, dans tous les cas, nous allons subir le réchauffement climatique. Et vous pensez que la décision des États-Unis va changer quelque chose chez nous, ici, sur le continent? La décision des États-Unis pourrait faire grande chose parce que vous savez, c'est un ensemble, on dit, le changement climatique, parce que même les ouragans que les États-Unis ont connus, notamment en 2020, vous savez que cette nation a enregistré même un record en termes d'ouragans, même en termes de pertes en vies humaines, même de pertes économiques. Or, quand on analyse un peu le phénomène d'ouragan, comment ça se produit, on voit que c'est à partir des eaux chaudes, des eaux humides, que le phénomène est de plus en plus accentué. Donc, on ne pourrait résoudre définitivement les problèmes du changement climatique sans pour autant intégrer l'Afrique. Et du coup, il faut attendre aussi beaucoup de la part des États-Unis à l'endroit des Africains. Mais au plan local aussi, il va falloir que nos gouvernants aussi soient attentifs désormais au phénomène climatique pour aussi anticiper en son temps. Merci Romain. Le DIREJ, c'est quoi en 2 mots? Non, le DIREJ, c'est l'association des journalistes spécialistes des risques de catastrophes qui travaille en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Une association née en 2003 suite, juste comme ça, à une formation que la chargée de communication d'alors, Madame Brigitte Léonie, avait donné à 3 de nos confrères africains, à savoir David Owino, Mathieu Malata et Georges de la Mozambique. Donc, c'est la naissance de l'association est partie de là. Et du coup, à partir de 2015, l'association a commencé par étendre ses tentacules au niveau africain. Et moi, j'y ai adhéré notamment en 2017 tout près. Et on continue de faire notre bonhomme de chemin. L'association a pour but d'abord de renforcer la capacité des journalistes à être présents désormais sur tous les phénomènes qui concernent les risques de catastrophes, l'avant, pendant et l'après, parce que pour la plupart du temps, vous savez que c'est très difficile pour nous de suivre, disons, des événements chez nous. Et donc, l'association a cette ambition-là. Et l'association ambitionne aussi outiller les journalistes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au plan local, même pour obtenir des informations venant des gouvernants sur les risques de
catastrophe, c'est très difficile et on ne se penche que sur les universitaires. Je profite aussi de cette occasion pour les remercier. Donc, l'objectif principal aussi de notre association, c'est de faciliter la tâche aux journalistes au niveau pays pour un contact permanent avec les autorités locales pour suivre tout ce qui a rapport avec les effets du changement climatique. Vous êtes en relation alors avec l'Agence nationale de protection civile? Exactement, oui. D'accord. Surtout prévenir pour réduire les risques de catastrophe. Merci Romain de Kadjevi et merci Christian. Merci à vous Fulbert Djemekhosou. Nous devons rendre l'antenne dans quelques petites minutes pour permettre donc à l'équipe technique d'être en liaison avec CMS City pour la diffusion en direct et en intégralité de la cérémonie de présentation de vœux des présidents des institutions de la République au chef de l'État. Et donc nous allons à partir de cet instant vivre l'actualité avec Narcisse Alossé qui a lu pour nous les journaux. Chez vous, c'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité liée à l'élection présidentielle de 2021 occupe encore les colonnes des journaux ce matin. Le quotidien Fraternité consacre son gros titre aux candidats de l'opposition et leur rappelle les obstacles qui restent à franchir avant d'affronter Patrice Talon, candidat à sa propre succession. À quelques mois du scrutin, mon confrère constate que l'opposition au régime de la rupture est encore empêtrée dans des histoires d'intention, de renonciation et de division. Au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent, c'est carrément l'anarchie, écrit le quotidien Fraternité, pour lequel il est difficile aujourd'hui de jurer de la participation du parti au logo Cori sur fond vert à la compétition électorale d'avril 2021. Au niveau du parti Les Démocrates aussi, poursuit Fraternité, des questions de parrainage et de prolongement du mandat présidentiel ont pris le pas sur celle de la désignation du duo de candidats pour cette échéance électorale. Et ceci, Martel Le Canard, s'assimile à un manque de certitude. Loin de ces grandes formations politiques de l'opposition, c'est relativement de grandes interrogations qu'il a autour des intentions du parti Restaurer l'Espoir et le mouvement de libération pour le peuple, rapporte la publication. Et à tous ces partis politiques légalement enregistrés, mon confrère ajoute l'USL de Sébastien Adjavon qui reste toujours réfractaire aux conditions posées pour l'obtention du récépissé définitif. Cas de figure similaire pour Joël Aïvo qui reste toujours sans parti politique et donc sans député ni maire pour le parrainer. Ce sont autant de murs à franchir par l'opposition avant d'affronter Patrice Talon, constate Fraternité, qui conclut que plus le 11 avril approche et moins les électeurs ont la certitude que le scrutin sera à la hauteur de l'enjeu. Loin de ces constats, il y a une candidature nommée La Solution, affiche en manchette le journal L'Autre Vision. Une candidature qui, en croire mon confrère, se démarque de celle déjà annoncée par son expérience et sa capacité managériale de gérer des situations même les plus complexes. La question de parrainage fait le gros titre de l'autre quotidien aussi. Le journal mesure surtout la portée de l'engagement des élus. Parrainage pour la présidentielle de 2021. Quelle est la portée de l'engagement des élus, semble s'interroger la publication. Dans la suite, ce matin, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Au Bénin, les signaux sont au rouge, informent les journaux ce matin. Bénin alerte, la contamination à la Covid-19 grimpe, peut-on lire à la 2 de 1 du quotidien Le Matinal. Covid, alerte sur la recrudescence des cas au Bénin, ajoute Fraternité. Une alerte qui, selon la publication, a été donnée par le ministre de la Santé à la faveur d'un point de presse animé hier à Cotonou. Et présentant la situation épidémiologique, le professeur Benjamin Nkwa tient à affirmer que le nombre moyen de cas confirmés à la pandémie a doublé au Bénin ces dernières semaines, passant de 8 à 17 personnes par jour. Et à en croire l'autorité dont les propos sont rapportés par les journaux parus ce matin, les foyers de contamination restent les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Borgo. À la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3595 cas confirmés pour 3290 guéris, précise le ministre de la Santé, pour qui 250 patients sont en cours de suivi, dont 38 cas graves pour 5 décès enregistrés. Et le quotidien La Nation décrit en bas de une que l'autorité appelle à la vigilance. Pour la gestion de cette crise sanitaire, le quotidien du service public nous apprend que l'Union européenne vient de mobiliser pour le Bénin 30,5 milliards de francs CFA.
Un appui que l'ambassadeur de l'institution européenne a transmis hier mercredi au ministre de l'économie et des finances, ajoute La Nation. Toujours dans la suite, ce matin, le quotidien Fraternité publie les indications qui prouvent la qualité des réformes entreprises dans le secteur de l'éducation au Bénin. Des indications qui, selon le journal, sont contenues dans le rapport de l'évaluation comparative internationale faite par la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. Et selon mon confrère, le rapport montre que depuis 2018, les performances réalisées au niveau du cours primaire en lecture et en mathématiques sont au-dessus de la moyenne, aussi bien au niveau des apprenants que celui des enseignants. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Allez, 8h46, c'est la fin de ce rendez-vous matinal sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Demain, nous serons vendredi. Ce sera un plateau beaucoup plus relax, avec les débatteurs du vendredi, votre sujet fait de société, et puis les invités culture que nous recevrons. Prenez donc le rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas le programme tout à l'heure à partir de 9h sur Canal 3 Bénin. Eh bien, vous suivrez depuis Semen City la cérémonie de présentation des vœux des institutions de la République au chef de l'État, comme il est de tradition chaque année au mois de janvier. Allez, merci à tous. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. Gardez le sourire. Au revoir.